Fidèles téléspectateurs des Moto TV, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission Entretien. Aujourd'hui, nous recevons pour vous du jeune pour essayer d'échanger sur le rôle de l'Union africaine dans le métier de la paix dans plusieurs régions en Afrique, mais aussi nous allons profiter de cet temps pour parler de quelques opportunités que l'Union africaine doit offrir aux jeunes. Quelles sont les opportunités au sein de l'Union africaine que les jeunes doivent capitaliser pour l'émergence, il faut le dire, du continent, mais aussi des pays membres. Et pour parler, nous sommes sur ces plateaux avec Eli Mwindo Kwira Vussa, qui est aujourd'hui jeune volontaire et assistant du département paix et sécurité de l'Union africaine. Eli, c'est un plaisir d'être avec vous sur ces plateaux. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Et vous êtes à Butembo, c'est juste un cas de vacances, il faut dire. Exactement, c'est pour les vacances. Et s'il faut le dire pour nos fidèles téléspectateurs, Eli Mwindo est à Addis Abeba depuis près d'une année, s'il faut le dire maintenant, où il participe aux activités de l'Union africaine au sein du département de paix et sécurité. Et pour enrichir cet échange, nous serons également sur ce plateau avec Parfait. C'est un jeune militant au sein du mouvement citoyen Lutte pour les changements. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est donc avec vous deux qu'on va essayer d'échanger autour de cette question. Et s'il faut le dire, vous êtes là depuis une année au sein de l'Union africaine. Oui. Votre intégration a-t-elle été facile? Souvent, c'est pas facile presque parce que le milieu est le même. Par rapport au travail, c'est là où il fallait beaucoup d'énergie pour démarrer. Mais l'environnement, c'est un environnement accueillant pour tout le monde sans tenir compte des particularités qui se retrouvent à Addis Abeba, notamment un monde diplomatique où vraiment il y a beaucoup de rencontres, des réunions. Et 6 mois après, la COVID-19 est venue, donc tout a tourné au ralenti. Je pense que l'intégration a été facile, mais aussi il a fallu beaucoup d'efforts pour, sur le plan professionnel, en vue d'être à la hauteur des tâches. Une année, qu'est-ce que vous faites au sein de l'Union africaine? En principe, je suis déployé dans l'unité de développement de politique et au sein de la division des opérations de maintien de la paix. Donc, notre rôle dans cette division, c'est de planifier, gérer des troupes sur terrain qui sont engagées dans les opérations de maintien de la paix et comment on peut faire la liquidation, comment le relever, faire la rotation. Mais particulièrement dans mon unité, nous sommes chargés à développer des stratégies des guidance, des stratégies, des lignes directives pour permettre à ce que lorsque le personnel de l'Union africaine sont engagés sur le terrain, qu'ils puissent observer certaines conduites et comment est-ce qu'on peut prendre à travers des recherches que nous menons dans les différentes régions où nous avons des missions, l'Union africaine a des missions, comment prendre les leçons apprises pour les transformer à des décisions et des politiques pour l'efficacité des opérations de maintien de la paix. Alors, donc ça fait une année que vous participez à ce genre d'activités. Vous avez eu aussi à prendre part à certaines activités de terrain, notamment pour suivre le déroulement de différentes opérations. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a plus marqué dans le cadre de ces opérations que mène l'Union africaine pour essayer de maintenir la paix et la sécurité dans plusieurs régions? Nous avons participé dans plusieurs missions et notamment nous avons été en Somalie. Vous savez qu'en Somalie, c'est un pays de troubles où les Al-Shabaab œuvrent là-bas depuis plus de décennies. Et c'est en 2007 que l'Union africaine avait déployé là-bas une mission. Et les troupes sur terrain travaillent dans un environnement où la guerre asymétrique est de mise. Parce qu'il faut l'avouer qu'avant que les troupes de l'Union africaine soient sur terrain, premièrement, il n'y avait pas de gouvernement en Somalie. Lorsqu'on a fait les lancements, lorsque les troupes de l'Union africaine ont été sur le terrain, ils ont rétabli l'ordre. Ils avaient 3 missions principales, notamment permettre créer un environnement propice pour le processus politique, pour rétablir un gouvernement légitime. Deuxièmement, c'était une question de réduire le degré de nuisance des Al-Shabaab qui occupaient certains territoires. On pouvait localiser, dire que non, dans le secteur opérationnel, par exemple à Kismayo, à Baïdoa, c'était des Al-Shabaab en Somalie qui travaillaient dans cet endroit, qui imposaient la loi. Et les troupes de l'Union africaine sont venues sur le terrain pour rétablir l'ordre. Ils ont chassé
les Al-Shabaab dans certains terroirs. Donc, ce sont de résultats qui sont en train d'être visibles. Mais j'aimerais quand même relever un point, c'est que l'Union Oui. africaine a des catégories de missions. La première mission, c'est la mission mandatée. Cela veut dire que l'Union africaine a le full contrôle des opérations. L'Union africaine planifie, déploie les troupes et consorts. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des missions qui sont autorisées par l'Union africaine. Vous savez que l'Union africaine n'est pas la seule organisation intergouvernementale qui se charge de la paix. Et là, au chapeau, nous avons les Nations Unies, bien sûr avec le Conseil de sécurité. Et les missions autorisées, c'est que l'Union africaine apporte un appui additionnel à d'autres missions qui sont mandatées par d'autres organisations internationales. Ça peut être l'ONU, Ça peut être l'ONU. Même des régions peuvent déployer des militaires sur le SADC. terrain, SADC, ainsi de suite. Là, je vois la question de la force multinationale conjointe dans la région, dans la région de Tchad. Là, nous voyons par exemple le Cameroun, le Niger, qui sont en train de combattre les Boko Haram dans la région de l'Ouest. Il y a la mission nous appelons ça G5 Sahel, où les 5 pays du Sahel sont en train de combattre contre l'expansion de Boko Haram. Pourquoi pas aussi l'opération Barkhane, qui est menée par l'armée française, où l'Union africaine donne un appui additionnel parce que ce sont des missions autorisées par l'Union africaine. Donc voilà un peu la complexité qui est un peu sur le terrain. C'est que l'univers de maintien de la paix ne nécessite pas simplement les actions de prévention, mais il y a aussi des actions de management. Donc, nous, dans notre division, nous sommes dans la phase de management. Il y en a d'autres, bien sûr, d'autres divisions, d'autres tâches dévolues à la Commission de l'Union africaine, qui sont là juste pour faire la résolution, la consolidation de la paix. Mais spécifiquement, moi, en me trouvant dans la division des opérations de maintien de la paix, c'est qu'on est sous la ligne de front en train de combattre les Al-Shabaab, le Boko Haram et pourquoi pas aussi d'autres groupes armés négatifs. Parfait, Mouima. Mouani. S'il vous plaît. Parfait, Mouani. Il est militant aussi du mouvement citoyen Lutte pour les changements. Comme vous le savez, c'est un mouvement qui a toujours milité non seulement pour le changement au niveau de questions politiques, mais aussi au niveau de questions de sécurité. Ils ont plaidé plusieurs fois pour des politiques assez efficaces pour essayer de maintenir la paix et la sécurité dans l'est du pays. Et parfait, est-ce que vous pouvez espérer, vous pouvez vouloir que l'Union africaine vienne par exemple en aide aux citoyens congolais qui sont aujourd'hui affectés par plusieurs crises dans l'est du pays? Bon, merci beaucoup, Monsieur Claude. D'abord, pour moi, je suis très content de partager avec un assistant à l'Union africaine parce que, comme tous ceux qui nous suivent maintenant là, c'est la première fois qu'ils apprennent qu'il y a quelqu'un qui travaille à l'Union africaine. Donc, nous, on ne savait même pas que l'Union africaine était sur terrain. Ça passe inaperçu dans Oui, notre ça région. passe parce que la seule fois que moi j'ai vu l'Union africaine, c'est quand il y avait Ebola ici. CDC. CDC. C'est la seule fois où j'avais compris que l'Union africaine existait. Mais depuis que l'Union africaine existe, en tout cas pour nous Congolais, on ne peut pas se dire qu'on a bénéficié Ça se résumait seulement à un simple sommet de chef d'État. En tout cas, on savait que les chefs de l'État pouvaient faire le tourisme à Addis Abeba pour aller se rencontrer là-bas chaque année. Et puis pour tout, ça suffisait. Et donc, moi, depuis que l'Union africaine a commencé, quand j'essaie de voir le pays où l'Union africaine a intervenu, ou les interventions même de l'Union africaine, quand je vois par exemple la Libye, quand je vois l'Égypte, quand je vois même la Somalie, quand je vois aussi notre région des Grands Lacs, je me dis que pour nous, l'Union africaine n'a pas de sens. En tout cas, et puis quand tu vois par exemple ceux qui composent l'Union africaine, ou même les objectifs de l'Union africaine, en tout cas, là, on essaie de dire que non, ils vont essayer d'aider les Africains, ils vont essayer de défendre la paix en Afrique, ils vont essayer de défendre même les intérêts des peuples africains, ils vont essayer de promouvoir la solidarité africaine. Et moi, quand je vois ce qui se passe à l'Union africaine, je me dis, finalement, c'est un club d'amis. Ce sont les dictateurs qui se mettent ensemble et ils essaient de protéger leurs intérêts. Et c'est ce qu'on appelle l'Union africaine. Essayez même de voir le département droits de l'homme de l'Union africaine. Ça se trouve à Banjul, c'est à Gambie, où il n'y a jamais eu d'élection. Donc c'est ça, au fait, vous allez voir par exemple, le président de l'Union africaine, s'il n'est pas dictateur, alors ça doit être quelqu'un qui est ici même de la tricherie. Et pour moi, je me dis, finalement, cette Union africaine, surtout que, même quand vous essayez de voir cette Union africaine, elle n'est même pas financée, elle ne s'autofinance pas.
et demandent même des financements au niveau de la communauté internationale. Et vous posez la question, est-ce que réellement cette Union africaine nous sert à quelque chose? Surtout nous, ici au Congo, particulièrement dans le Nord Kivu. On s'est dit, si cette Union africaine existait, je vous dis, ce qui se passe à Beni, ça prendrait déjà fait. Tout ce qui se passe à l'Est, cette aventure qui se passe à l'Est, ça prendrait déjà fait. Et nous, on a essayé à maintes reprises de contacter l'Union africaine pour le problème congolais. Mais la réponse n'a jamais été positive de la part de l'Union africaine. Et pour moi, je considère que notre ami Eli est en train de faire le tourisme là-bas. Mais l'avantage peut-être qu'il a, c'est qu'il est en train de découvrir les méandres qui se passent là-bas. Mais s'il faut parler vraiment de l'Union africaine, pour moi, c'est une vaste blague. Eli, c'est une question qui me vient en tête. Vous avez parlé de la présence de l'ONU en Somalie, plutôt de l'Union africaine, s'il faut le dire, en Somalie. Vous avez parlé de son appui au G5 Sahel qui combat Boko Haram dans l'espace Sahel. Vous avez parlé de sa présence dans plusieurs autres régions. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, vous passez votre journée au sein des offices de l'Union africaine si le Congo est un enjeu important, mais aussi essayer d'analyser pour nous, est-ce que le contexte congolais est assez favorable pour un déploiement d'une mission de paix de l'Union africaine? Merci beaucoup. J'apprécie la bravoure de Parfum et la question. Ce qu'il faut savoir, l'Union africaine, c'est une organisation jeune par rapport aux Nations Unies. Mais ça date quand même. Je reviens en C'est arrière. Au-delà des transformations. Il y avait l'Organisation de l'Unité africaine et consorts. Oui, qu'on ne doit pas dissocier. On ne doit pas dissocier. Et vous savez tous pourquoi cette organisation avait changé de l'Organisation de l'Unité africaine vers l'Union africaine. C'était parce qu'il n'y avait pas toutes ces capacités de réponse rapide aux problèmes observés en Afrique. Là, je vois que même l'acte constitutif de l'Union africaine, avec tant de réformes, avait été adopté en 2001. Nous savons que la MONUSCO avait intervenu en RDC depuis 1999. Et donc, son déploiement effectif avait été dans l'année 2001. Donc, vous voyez un peu ces chevauchements et ces retards vis-à-vis de l'instauration et de la réforme de l'Union africaine. Et puis, à ce temps-là, la leçon avait été apprise à partir de 1994, lors du génocide du Rwanda, c'est qu'il n'y avait pas de prompte réponse de l'Union africaine. C'est comme ça que vous allez voir l'absence de l'Union africaine et que les Nations Unies, à ce temps-là, avaient pris la décision de déployer à ce temps-là, c'était la MONUC. Parce qu'il ne fallait pas attendre que l'Union africaine puisse être effective. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple pratique, c'est que le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a été effectif en 2014. En 2004. Il y a 6 ans seulement. 2004. 2004. Il y a 16 ans. En 2004, il y a 16 ans. Alors, les conseils, pour déployer une mission au sein d'une région en Afrique, c'est l'ensemble des processus. Comme vous le savez, l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine, à son point G et H, dit que l'Union africaine peut intervenir dans un État si l'État membre demande cette intervention. L'Union africaine, en tant qu'organisation, peut intervenir. Deuxième possibilité, c'est que l'Union africaine intervient directement dans une région où il n'y a pas de gouvernement pour prévenir les crimes contre l'humanité, les actes de génocide et consorts. Donc vous allez comprendre que loin d'avoir une vision ou une analyse laxiste, nous allons comprendre que le temps de l'instauration et de l'effectivité de toutes les institutions censées déployer la mission de l'Union africaine, entre guillemets, en RDC, il y a ce décalage-là, et par conséquent, les Nations Unies avaient déployé une mission. Deuxièmement, nous allons voir aussi des problèmes d'ordre décisionnel et procédural. Et là, je reviens à l'argumentaire de mon confrère Parfait, où il a parlé que les 5 clubs de dictateurs, des touristes et consorts. Mais je dirais que l'Afrique mérite ses dirigeants. Nous n'avons que cette maison. Nous n'avons pas autre maison. Et peut-être ce que nous appelons dictature, entre guillemets, je ne sais pas au vrai sens qu'est-ce qu'il veut dire. Si seulement être démocrate, c'est seulement faire des élections. Moi, je vous assure qu'il y en a toujours de partout. Cela ne m'amène pas à cacher les lacunes des gouvernances et de l'efficacité des institutions africaines,
Mais allons-y comprendre que l'Union africaine étant une structure jeune, surtout avec l'expérience de maintien de la paix, il y a des processus qui sont en train d'être mis en œuvre. Et aujourd'hui, je vous assure, si l'Union africaine ou si le gouvernement congolais demande à l'Union africaine d'intervenir par une requête, l'Union africaine pourra intervenir. Là, je donne l'exemple d'IM23 à Goma, à Rutshuru. Vous allez me dire le FIB. Ce sont la brigade d'intervention. La brigade d'intervention. C'était une brigade purement africaine où on a amené des troupes. Vous-même, vous étiez à Goma, vous avez vu le prouesse. Alors, c'est juste une souplesse diplomatique et politique qu'il faut jouer au même moment pour espérer avoir des troupes africaines parce qu'il y a d'autres avantages culturels. Parce que lorsqu'un Africain combat pour l'Afrique, il est tellement très différent parce qu'au-delà d'avoir la mission de l'Union africaine, il porte le sang africain. C'est pour cela que nous disons le panafricanisme que nous défendons. Ce n'est pas un coup de baguette magique, mais c'est juste un processus et une culture à cultiver vis-à-vis de cette mondialisation, vis-à-vis des obstacles que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. Ma question persiste. Quand vous êtes au sein de l'Union africaine, vous passez dans le couloir, vous prenez part aux discussions. Est-ce que le Congo est un enjeu important pour l'Union africaine? Le Congo est un enjeu très important. Il attire l'attention de l'Union africaine. Il attire l'attention de l'Union africaine, premièrement par rapport à sa position stratégique. Là, je suis en train de voir l'accord de la mise en œuvre de la zone continentale de la libre des échanges commerciaux et consorts. Là, je vois que parmi les grands piliers, il y a la RDC qui va jouer le rôle charnier entre l'Est africain et le centre, voire même le nord avec le sud. Là, je vois par exemple dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, il y a le projet d'électricité. L'Union africaine va investir dans ces projets barrage Inga pour espérer alimenter toute l'Afrique. Parce que la question, c'est quoi? C'est que au-delà de voir de lacunes administratives et politiques au sein de la République démocratique du Congo, il y a des projets intégrateurs qui sont développés, qui sont jusque-là sur papier. Et là, je dis merci à l'Agence africaine de développement qui est déjà opérationnelle il y a de cela 3 ans. Il y a des projets intégrateurs qui sont en train d'être mis en place. Voilà pourquoi je me dis le Congo attire l'attention de l'Union africaine. Et d'ailleurs, c'est tout le monde qui vous parle du Congo. Ils nous parlent de notre musique, ils nous parlent de notre richesse. Ils connaissent peut-être mieux le Congo que les Congolais qui sont même à l'intérieur. Mais tout cela, ça dépend de la souplesse, comme je l'ai dit, diplomatique et politique, avec une vision claire. Sans beaucoup prendre le temps, M. Claude, moi j'aimerais que nous puissions revenir être tellement pratiques. Depuis 1994, ou à partir de la conférence nationale souveraine, nous avons vu, c'est de là que même la diplomatie congolaise a commencé à connaître des failles. Et là, nous avons vu la rébellion qui est venue où on a eu la formule 1+4. Qu'en était-il maintenant des missions diplomatiques? Les missions diplomatiques ont été divisées en fonction des affinités, sans pour autant avoir une vision claire. Là, nous avons vu la période, bon, ça c'est la période de transition. Après la période de transition, on a vu vraiment la diplomatie congolaise a perdu ses repères. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment une diplomatie à réformer vis-à-vis des visions claires, des objectifs clairs qu'il faudra se fixer. Voilà pourquoi même on s'est dit, nous devons prendre le coup à redorer les blasons de la République démocratique du Congo, former les jeunes, participer, être intéressés. Rien ne sert, par exemple, de se plaindre en étant en dehors, parce que là, ce sont des intérêts entre les États. Là, ce sont les intérêts entre les États. Si je suis là, par exemple, je suis qu'un simple, je peux dire, assistant, employé au sein de la commission, mais pour dire influencer les décisions nous-mêmes en tant que secrétariat exécutif de l'Union africaine. Nous n'avons pas le pouvoir de changer, donc nous mettons en place les décisions qui sont prises par les chefs de l'État. Voici plus de 2 ans que le pays est secoué par une grave crise sécuritaire dans l'Est du Congo notamment. L'année prochaine, le président Félix Tshisekedi devra prendre la présidence de l'Union africaine.
Mais c'est parfait qu'il doit être la priorité. Bon, d'abord, je vais revenir sur ce qu'Eli était en train de dire. Oui. Vous avez posé une question très claire à Eli. Est-ce que la RDC fait partie des préoccupations majeures de l'Union africaine? Il a eu du mal à répondre. Il commençait d'ailleurs à dire que non, la diplomatie de la RDC elle n'est pas très efficace, elle n'est pas très forte, très agissante. Tu vois, c'est que lui-même, en tout cas, étant Il n'est pas adapté à influencer les décisions de l'Union africaine. Il ne comprend même pas la place de la RDC dans l'Union africaine. Exactement, c'est ce que j'étais en train de déplorer. Donc, si vous voyez, même si vous évaluez la présence de l'Union africaine, surtout, disons, au Congo, vous allez comprendre que l'Union africaine ne sert à rien. Ce n'est pas la première fois qu'il y aura un président congolais qui va diriger l'Union africaine. On l'a vu avec Mobutu. Et donc, moi, j'ai continué à penser que l'Union africaine, même avec la présence du président Félix, ne sert à rien. Parce que surtout que, s'il faut aussi qu'on juge le bilan du président Félix, qui lui-même a jugé est très mitigé, en tout cas, vous allez comprendre qu'on ne peut rien attendre. Et donc, moi, ce que je dois dire maintenant là, c'est que nous, les Congolais, nous ne pouvons pas compter sur cette Union africaine. Nous pouvons seulement chercher à nous organiser au niveau interne. Nous pouvons seulement chercher à renforcer nos institutions. Nous pouvons seulement chercher à éduquer notre population et non pas compter sur cette... Mais dès lors que le panafricanisme, si vous le dites, doit couler dans nos sangs, ne faut-il pas attendre quelque chose? Je suis d'accord avec vous, Claude. Essayons seulement d'analyser l'hypocrisie de cette Union africaine. Voyons seulement ce qui se passe. Toutes les guerres qui se passent au Congo. Il y a toujours des pays voisins où il y a toujours des mains extérieures. Et ces pays, parfois, font partie de cette Union africaine. Et ces pays siègent même avec nous au sein de l'Union africaine. Et donc, pour moi, commencer déjà à compter sur l'Union africaine, c'est perdre seulement du temps intimement. Mais s'il fallait attendre quelque chose, Félix doit présider l'Union africaine. Quelle devrait être la matière assez importante pour lui? En tout cas, pour Félix, ce que je peux lui conseiller, c'est d'abord de faire de la paix sa priorité au Congo. Surtout ici chez nous, à l'Est et particulièrement dans notre région. Parce que nous, on ne peut pas continuer à espérer sur quelque chose qui n'a rien donné jusque-là. Il faut voir, par exemple, ce qui s'est passé au Mali. Et maintenant, c'est cette Union africaine qui était même en train de condamner sans agir. Il faut voir tout ce qui se passe dans les pays qui sont secoués par des guerres. Tu vas comprendre que cette Union africaine, elle est là juste pour nous distraire. Mais alors, nous, comme ce que j'ai dit, Félix doit se concentrer plus sur la paix dans notre région, particulièrement à Beni. Ça a traîné. Et c'est sur d'autres pays, finalement, qui commencent même à voir les dangers qu'il y a. Alors que l'Union africaine est là. L'Union africaine n'a rien dit jusque-là depuis que cette situation a commencé à Beni. Et avec ça, vous me parlez de l'Union africaine? Non, c'est une distraction, Claude. Ça, c'est une distraction. Et moi, je pense que Eli, qui est là, au sein de l'Union africaine, doit ne serait-ce que nous aider à parler de ce qui se passe à Beni. Parce que... Il a évoqué, oui, il faut le dire, l'incapacité, s'il faut rester dans ce terme du secrétariat en soi, rien que le secrétariat a influencé une décision. Claude, il y a une seule question à se poser. Qu'est-ce qui a amené l'Union africaine quand il y avait Ebola ici? Et pourquoi cette Union africaine ne peut pas venir quand il y a la guerre? Il y a la vie déjà qui était tellement en danger. Est-ce que la vie des gens n'est pas en danger avec la guerre? Non, ça c'est une vaste blague, non? Donc ça veut dire tout simplement l'Union africaine, comme en fait, nous tous nous savons que l'Union africaine ne s'autofinance pas. L'Union africaine a la communauté des nations qui finance et c'est par rapport à ses intérêts. C'est pourquoi on a vu CDC ici venir nous distraire. Non, non. L'Union africaine, si c'est vraiment l'Union africaine pour les Africains. Avec sa contribution, on a réussi à mettre fin aussi à Ebola. Évidemment, si c'était avec sa constitution, pourquoi ne pas venir aussi pour finir avec la guerre? Nous voulons voir l'Union africaine là où nous avons des déficits avec notre gouvernement. Et c'est ça même le rôle régalien de l'Union africaine. Mais pas nous distraire avec des discours, avec des diplomaties nulles. En tout cas, moi je m'assime et je crois que attaque militaire de la lutte à maintes reprises, on a déjà écrit à l'Union africaine. Réponse zéro. Et cette Union africaine, pour moi, c'est en tout cas un club d'intérêt d'amis. Et on ne peut pas compter sur cette Union africaine. Et si pour nous, Félix vraiment veut nous aider, veut que nous puissions voir le travail de cette Union africaine, c'est d'abord de pacifier l'Est du pays. Et à part ça, c'est d'essayer aussi, comme il a dit qu'il est seul, et il est dans le secrétariat exécutif, il ne peut pas influencer les décisions, c'est aussi de donner d'autres opportunités aux jeunes Congolais, aux citoyens conscients, en fait, d'intégrer aussi l'Union africaine, peut-être à côté des îles pour finalement influencer. Et parce que vous parlez de questions de jeunes, vous êtes entré à l'Union africaine comme jeune volontaire.
à quoi consistait ce travail-là? Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les opportunités que les jeunes Congolais peuvent notamment capitaliser en cette Ligue africaine? Merci beaucoup, Claude. Si vous le permettez, que je vous laisse en suspense et je vais revenir sur la question, je vais éclairer par rapport à l'argumentaire des parfaits. Mm. Si le président de la République démocratique du Congo sera le président en exercice du mandat de l'Union africaine 2021 jusqu'à 2022, cela veut dire que d'autres États africains donnent confiance au peuple congolais, pas à l'individu de Félix. Ils donnent confiance au peuple congolais, avoir la maturité, vu l'expérience, les problèmes que nous avons ici, nous pouvons contribuer à cette solidarité africaine. Ça, c'est de un. De deux, je voudrais que nous soyons un peu rationnels dans les analyses. Lorsqu'on se retrouve un peu à l'extérieur et dans chaque pays, nous avons 55 États. Chaque État a ses problèmes. Je trouve parfois contradictoire votre argumentaire, et je reconnais, lorsque vous avez dit nous devons faire confiance à nous-mêmes, nous consolider à l'intérieur du pays, et entre guillemets, ne rien attendre de l'extérieur, notamment l'Union africaine. C'est que l'Union africaine intervient dans un État, si c'est le Mossi, comme vous le voyez, nous avons un système politique assez proactif, un système politique où les citoyens, les citoyennes, tout le monde est motivé par le goût de l'excellence, et cela se réfère par exemple à la gouvernance que nous observons dans l'État. Ça, c'est de un. De deux, je voudrais que nous puissions revenir un peu pour comprendre comment fonctionne l'Union africaine. L'Union africaine a 8 organes et chaque organe a ses compétences exclusives. Et là, nous avons le conseil exécutif, nous avons le conseil de paix et sécurité, nous avons la Cour africaine des droits de l'homme, nous avons le Parlement panafricain. Donc, et chaque organe a ses missions spécifiques. Alors, je voudrais que nous puissions comprendre que nous devons toujours attendre quelque chose de l'Union africaine. Si nous introduisons nos demandes, Africa CDC, bien sûr, pour comprendre, c'est une jeune organisation aussi, qui n'a pas plus de, qui a commencé à opérer en Libéria en 2014. Par rapport à la grave crise sanitaire liée à Ebola dans l'Afrique de l'Ouest. À l'Afrique de l'Ouest, c'est de là que Africa CDC a commencé à œuvrer. Il ne faut pas comparer ça avec l'OMS ou d'autres organisations. Et si, par exemple, vous avez reconnu que nous sommes financés par la communauté internationale. La communauté internationale aussi, c'est vague. Voilà pourquoi je vais lui donner une bonne nouvelle, qu'il y a des réformes au sein de la Commission, notamment par l'instauration de la zone économique de la libre-échange. Nous avons aussi la question où chaque pays pourra accroître ses contributions au sein de la caisse commune de l'Union africaine pour la mise en place de ce projet-là intégrateur dont l'Agence africaine de développement se charge. Donc, vous allez comprendre que si nous revenons entre nous, on se parle comme Africains, on ne s'attaque pas en tant que neutre dans les analyses et se dégager un peu des émotions et des réactions un peu émotives, nous allons comprendre qu'il y a trop de défis. Et il faut être sûr et certain que lorsqu'on est conscient, je suis content que nous tous nous sommes conscients des défis que nous avons, mais il nous faut aussi avancer, comprendre qu'il y a des réformes, il y a des gens qui travaillent, et cela dépend aussi de notre maturité, des contraintes internes et des contraintes externes. Mais avant même de revenir à cette question liée à la place des jeunes, autre chose, au-delà des principes, il y a quand même des morts à bénir. Au-delà d'attendre que l'État puisse s'inscrire, attendre qu'il vienne en aide à telle ou telle autre action d'une organisation internationale, mais il y a des morts à bénir. Depuis 2014, plus de 4500 morts, en croire un rapport établi par un député de la région. C'est quand même trop pour que l'Union africaine agisse. Exactement. Moi-même, ça me fait mal au cœur. Et lorsqu'il y a des morts qui sont sur le terrain, nous faisons des rapports, nous faisons les reportages auprès des institutions compétentes. Mais allons-y savoir, lorsque la MONUSCO est déjà opérationnelle sur le terrain, il y a un principe qu'on appelle des politics primacy. Cela veut dire que lorsqu'on a octroyé un pays ou lorsqu'il y a une mission des Nations Unies dans un pays bien spécifique, c'est que
l'Union africaine ne peut pas venir intervenir dans les mêmes compétences, dans le même mandat qu'on a donné à cette mission-là des Nations Unies. Donc, la bataille que nous devons faire actuellement, c'est de dire non, ayons quand même, changeons notre perspective. On s'est dit les Nations Unies peuvent céder le bâton de commande à cette mission de stabilisation du Congo à l'Union africaine. D'ailleurs, comme c'est fait au Mali, au départ, l'Union africaine était sur le terrain. L'Union africaine vit beaucoup de tractations politiques. On avait cédé cette mission aux Nations Unies. Pourquoi pas aussi, on ne peut pas ne pas dire que non. Nous dressons notre propre agenda. On s'est dit, en fonction de ça et de ça, nous voulons que l'Union africaine intervienne. Mais aussi ailleurs, nous oublions un autre acteur qui est très important, les communautés économiques régionales. Ces communautés économiques régionales ont aussi les mêmes compétences que l'Union africaine parce que le domaine des paix, l'acte constitutif à son article 8, reconnaît aussi que les communautés économiques régionales peuvent aussi déployer des missions dans les régions. Vous parlez par exemple de la SADC. peut faire, East Africa Community peut faire, la communauté des États de l'Afrique centrale peuvent déployer. Donc, c'est vraiment un domaine où ce n'est pas simplement réservé à l'Union africaine. Mais aussi, revenons pour être tellement très pratique. Au pays, nous avons tellement beaucoup de manipulations politiques qui n'aident pas aussi au peuple africain ou qui n'aident pas au peuple congolais de venir à l'assaut de ces massacres. Je te donne l'exemple du bassin du Tchad. Restons là-bas. Il y a le MNJTF, donc c'est Multinational Joint Task Force. Ce sont les États qui mènent des opérations conjointes. Là, je vois le Nigeria, je vois le Tchad, je vois le Niger, je vois aussi une partie du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils font? Ces États-là, leurs armées opèrent dans leurs zones respectives, mais ils ont une boîte de commande, ils ont l'unité de commandement. En termes d'échange, ils planifient les opérations contre le Boko Haram conjointement, ils planifient des séances, des assauts dans des localités soupçonnées où il y a des Boko Haram. Donc, ce sont des missions régionales. Nous les appelons des opérations qui sont un peu multinationales, qui ont des résultats, bien qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, on s'est dit, si par exemple la question de Bénin, essayons un peu de comprendre, bien sûr, les États voisins de la RDC sont en même temps des menaces. Mais je vais parler vraiment comme un politologue. En relations internationales, je vous l'ai dit, il n'y a jamais eu de cadeaux. Il n'y a jamais eu de cadeaux. Au contraire, il faut développer des stratégies pour rallier même tes ennemis le plus vite possible à se battre pour ta cause. La question de Bénin, il est simplement question de se dire, ok, changeons le format des opérations avec la MONUSCO. Au lieu que ce soit le format MONUSCO, mettons un peu de force régionale, où on met en contribution l'armée ougandaise, on met en contribution l'armée soudanaise, vous voyez un peu du côté des Mahagi et consorts, on met en contribution l'armée rwandaise, mais on met des mécanismes et des limites. Bien sûr, on va dire il y aura, mais où est-ce que nous allons y aller? Tandis qu'ailleurs, ce sont des expériences qui réussissent, où il y a la contribution de ces forces. De deux, on peut se dire, mais oui, admettons que d'une manière ou d'une autre, le pays, le Congo, est victime à cause de ces ressources naturelles. Mais qu'en est-il exactement de cette réponse rapide pour même la gestion du peu que nous avons ici, quand nous essayons un peu d'argumenter, de plaider pour le Congo? Je me rappelle lorsqu'on a eu le comité technique spécialisé en défense et sécurité la fois passée, dans les secrétariats techniques, on essaie un peu d'argumenter pour enjoliver le mot, les phrases, pour que ça contribue, pour que ça parle de la question des Bénin. Mais se disent, mais parlons un peu concrètement en face. Nous, là au Congo, vous avez un budget de combien? Un budget de combien? Et oublions un peu l'État. Est-ce que vraiment il y a une administration sérieuse? Est-ce que les citoyens paient oui, nous disons, les citoyens paient leurs impôts, leurs taxes, mais qu'en est-il de la transparence même du peu que vous avez? Donc, allons-y comprendre que
Si nous attaquons, si nous tirons les balles vers l'Union africaine, c'est creux. L'Union africaine sont composées des États et ces mêmes États ont les problèmes dans leurs propres États. Donc, il est question de voir comment faire, comment devenir réactif. Là, je reviens vraiment à ce point de vue où il faut repenser. Je donne l'exemple, même en Somalie, les forces de l'Union africaine se sont appuyées à certains clans ou à certains groupes qui se sont sentis mobilisés pour la cause à défendre l'unité somalienne. Où nous avons vu, c'est de là même qu'il y a eu la réforme des forces somaliennes nationales, où on a vu certains groupes armés venir contribuer à créer cette armée nationale parce qu'ils ont été intéressés. On s'est dit, il y a des fois et des moments où l'armée est incapable à maîtriser une région. Je n'encourage pas vraiment la collaboration avec les groupes armés locaux, mais il y a des fois où il y a nécessité de s'appuyer sur l'expérience de ces groupes armés locaux pour les ramener, créer une structure bien tracée. Parce que c'est très déplorable. C'est le réel, quand en les fait. Maïmaï reviennent, quand les Maïmaï, par exemple, d'ici chez nous, ils acceptent, nous, on va laisser les armes. Mais après leur avoir cantonné 2-3 semaines, sans nourriture, sans quoi, vous voulez que ces gens restent là-bas, ils vont revenir dans leur zone. Donc, c'est une question des initiatives. On s'est dit, ok, pour l'instant, admettons que notre gouvernement un peu par terre est incapable de prendre en charge ce genre d'initiatives. Mais pourquoi nous, on ne peut pas se mobiliser pour dire, nos députés, nos tout, créons des négociations avec la politique en place. Parce que le rôle de nos députés, le rôle de nos leaders, ce n'est pas simplement être appelé leader. Ça consiste aussi à créer ou à créer en fond des solutions innovatrices. Là, je vois par exemple une des solutions qui n'est pas par exemple une nouvelle solution, où on a vu des leaders communautaires, des acteurs politiques se dire, ok, nous allons créer une caisse de solidarité commune pour la mise en place des activités de développement de cette région. Vous voyez, ils ont mis, là je donne l'exemple par exemple du Nigeria, où on a vu les Boko Haram enlever plus autant de lycéennes. Ils se sont dit, mais si nous croisons les bras, ils vont nous tuer. Créons des activités de développement, ouvrons un peu les milieux qui sont enclavés, ramenons assez nos ressources et nos capitaux et coopérons avec le gouvernement en place pour recevoir un soutien nécessaire dans l'allègement des taxes et quand il s'agit des actions de reconstruction et consorts. Et ces jeunes-là se sont retrouvés être employés qui étaient des pisteurs de Boko Haram et des autres. Et aujourd'hui, bien que ça n'a pas encore obtempéré, donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser la responsabilité seule au gouvernement, mais aussi ça dépend aussi de la mobilisation et de la réactivité locale des acteurs, des influenceurs, des hommes politiques, des commerçants, tout ça à répondre aux questions que nous faisons face. Qu'est-ce que fait l'Union africaine pour promouvoir le jeune sur les continents? L'Union africaine, nous avons plusieurs programmes, notamment les programmes dans lesquels j'avais été recruté avant d'être assistant, c'est les programmes de jeunes volontaires. Donc, chaque année, ce programme recrute des jeunes dans les 55 États membres de l'Union africaine ils postulent en ligne et ils déposent leur CV, leur lettre de motivation, comment est-ce qu'ils peuvent être utiles à l'Union africaine. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on veut donner une valeur ajoutée à la jeunesse africaine pour que cette jeunesse soit actrice du changement dans leur milieu. Ça, c'est le premier. Le deuxième programme, c'est le programme d'entrepreneuriat des jeunes. Nous savons qu'à Butembo, la plupart des jeunes ont des idées innovatrices. Ils ont vraiment cette capacité commerciale et économique. Et ces programmes-là offrent l'espace aux jeunes de développer des projets. Lorsque vous développez un projet, par exemple, de commerce, un projet sur la lutte contre la pénurie d'eau potable, vous soumettez en ligne. Après avoir soumis votre candidature, votre formulaire, parce qu'on vous donne les modalités qu'il faut remplir. Et l'Union africaine il y a une commission qui évalue la performance, quels sont les projets qui sont plus réalistes. Et voilà comment ça avance. Il y a d'autres projets, il y a des projets par exemple sur les dialogues transfrontaliers entre les jeunes. Il y a des projets que nous avons appelés 1 billion by 2021. Donc c'est un projet qui consiste à renforcer les capacités des jeunes
chacun selon ses aspirations, ouvrir à ces jeunes aux horizons, aux hommes d'affaires, aux opportunités extérieures aussi, faire le mentorat de ces différents jeunes. Mais la question c'est que, comme l'Union africaine étant tellement très loin, qu'est-ce qu'on fait, que font d'autres États? D'autres États s'appuient au ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse travaille en collaboration avec le Conseil national de la Jeunesse. Le Conseil national de la Jeunesse a des succursales dans différentes provinces. Ces provinces au niveau de la ville au niveau des communes. Alors, quand il y a des programmes comme ça, l'Union africaine, le département de la jeunesse de l'Union africaine communique directement avec le ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse déploie directement des informations jusqu'à la base, voire même les autorités locales accompagnent ces jeunes-là. Quand les jeunes postulent, sont enregistrés à la mairie au sein du conseil urbain de la jeunesse avec le service urbain de la jeunesse, sont enregistrés et ils créent leur base de données. Cette année, il y a eu autant de jeunes qui ont été enregistrés, ils ont postulé et même si ils ne sont pas retenus, ça donne un peu l'aperçu de voir la demande, la forte demande qui est au niveau de la base et des idées innovatrices des jeunes qui sont au niveau de la base. Voilà un peu en gros ce que fait l'Union africaine. Et d'ailleurs, on est en train de projeter une séance spéciale pour expliquer aux jeunes qu'est-ce que l'Union africaine fait exactement. On va y revenir. Parfait votre lecture par rapport au travail de l'Union africaine pour la promotion de la jeunesse. Bon, avant peut-être de donner mon point de vue, je voulais quand même souligner des choses à ce qu'il était en train de dire. Il y a l'objectif, le 5e objectif de l'Union africaine, c'est pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Et ça, c'est en fait l'objectif qui m'intéresse particulièrement au Nord Kivu, à l'est du pays. Et moi, tout ce que je pouvais attendre de l'Union africaine, c'était exactement de cette solidarité africaine. C'est panafricanisme que l'Union africaine a toujours prôné. Mais quand vous voyez par exemple la léthargie même de l'Union africaine, on dirait que l'Union africaine n'est même pas consciente de l'existence de la RDC et de tout ce qui se passe en RDC. Eli vous a parlé de projet 2063. Mais ce projet-là, 2063, par rapport à l'électrification de l'Afrique, exactement, c'est parce qu'ils retrouvent les intérêts là-bas. Donc, partout où il y a leurs intérêts sont menacés, c'est là où tu vois maintenant l'Union africaine apparaître comme si l'Union africaine venait nous aider. Moi, je vous ai donné le bilan mitigé, d'ailleurs très alarmant de l'Union africaine. Quand vous avez vu, par exemple, à Libye, ce qui s'est passé avec la mort de Kadhafi. L'Union africaine, au début, a soutenu Kadhafi. Nous, on pensait que ça serait jusqu'au bout. Mais c'était moi, vous avez vu que l'Union africaine a changé de position. Donc, je crois, maintenant, pour revenir à la question que tu m'as posée, par rapport à ce que l'Union africaine est en train de faire pour promouvoir les jeunes, et il est témoin. Depuis qu'il est là, il vient de faire presque 2 ans là-bas. Mais il est presque le seul. Et nous, ici au Congo, on s'est dit, si l'Union africaine réellement considérait aussi ce qui s'est passé en RDC, avec autant de talents que nous avons en RDC, avec les Mouniang que vous êtes en train de voir qui sont en train de se battre pour combattre Covid, en RDC, il y a beaucoup de jeunes qui sont capables. Mais quand ne peut-on pas aussi faire pression au Congo pour réactiver sa diplomatie à vie de replacer les jeunes au centre même de... Exactement. Moi, je ne suis pas en train de défendre la défaillance interne en RDC. Ça, je ne peux pas défendre. Et même tout ce qui se passe en RDC, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne vont pas en RDC. Et là, je suis d'accord. Et je me dis, au niveau même du rôle, parce qu'ici, nous sommes en train de parler de l'Union africaine. Et nous sommes aussi en train de voir que c'est notre président Félix qui sera président de l'Union africaine à partir de février. Et nous devons déjà commencer à évaluer d'abord ce qui a déjà été fait et ce qui est en train d'être fait pour voir maintenant ce qui sera fait pour qu'est-ce que nous allons attendre de cette Union africaine si jamais cette Union africaine n'a pas pendant autant d'années, même si elle est reconnu que l'Union africaine a eu beaucoup de réformes et c'est seulement à partir de 2004 qu'il y a eu le Conseil de paix et de sécurité. Je suis d'accord avec lui, mais cela ne peut pas blanchir l'Union africaine par rapport à tout ce que nous avons vécu en Afrique et particulièrement au Congo et en Afrique centrale. Donc, pour moi, je pense que l'Union africaine a beaucoup à faire pour se racheter au Congo. Et que c'est quoi notamment à conclusion également aussi? À conclusion, je pense que l'Union africaine devrait, nous aider à stabiliser la région. Deuxièmement, nous aider à promouvoir même le projet de la jeunesse.
Parce que nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, nous avons eu la présidente de la jeunesse africaine, c'était Francine Mouyumba. Et même avec sa présence là-bas, on dirait que l'Union africaine était en train de la coincer. Et donc, nous voulons que l'Union africaine essaie quand même de promouvoir notre jeunesse. Et nous voulons que l'Union africaine essaie de s'impliquer même pour que nous ayons des gestions plus ou moins stables. Parce que c'est dans ses objectifs. C'est même dans les objectifs de l'Union africaine de promouvoir disons, les aspirations des peuples africains. Elie, en conclusion également, que peut-on attendre de l'Union africaine? Très bref, dans la promotion de la paix, dans la promotion de la jeunesse. En conclusion, je ne suis pas le seul Congolais là-bas. Je ne suis pas aussi le seul jeune volontaire là-bas. On est tellement nombreux, mais chaque année, on recrute au minimum 4 jeunes et ils sont déployés dans les différents États africains. Je suis en Éthiopie parce que c'est là où il y avait une concordance avec mon background en recherche en paix et en sécurité. Mais d'autres jeunes sont déployés au Sénégal, sont déployés en Afrique du Sud selon les aspirations. Et on a pensé que c'est un des moyens d'aller vers la matérialisation du panafricanisme. Alors, pour clôturer, c'est que l'Union africaine, même les Nations unies, c'est cru. Mais au sein, il y a des acteurs. Et chaque acteur a ses différents visées, objectifs, selon sa ligne directive diplomatique. Okay. Il revient maintenant à tout le monde de voir. Heureusement, le président sera la présidence de l'Union africaine pour l'année 2021 et ça sera un honneur. Je fais partie de ceux-là qui ont proposé quelques actions et nous espérons que c'est le temps que nous puissions mobiliser la population congolaise à appuyer le président Félix dans l'exercice de son mandat à l'Union africaine 2021. Merci beaucoup, Elie. Merci beaucoup, Parfait, pour cette intervention. Et c'est fini cet entretien, cette émission. Nous avons réussi pour vous, c'est des acteurs jeunes pour essayer de débattre du rôle de l'Union africaine dans la promotion, il faut le dire, dans le maintien de la paix en Afrique, mais aussi dans la promotion de la jeunesse. J'étais Claude Sengueya à la présentation. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de l'entretien.